Alors DIAMS, c'est le dispositif instrumenté en agroforesterie méditerranéenne sous contrainte hydrique. L'origine, un petit peu les enjeux en fait, en tout cas de ce projet, c'est finalement d'essayer de construire dans des climats qui sont des climats contraints, avec des sols de faible qualité, des systèmes agricoles qui soient des systèmes permettant d'offrir un bouquet de services écosystémiques. On n'avait pas un tel outil sur place à Montpellier qui nous aurait permis de former tous les nouveaux techniciens, nouveaux chercheurs qui rejoignaient l'équipe, les doctorants en particulier, les stagiaires. Nous, l'intérêt qu'on voit dans cette plateforme DIAMS, c'est de pouvoir accueillir des équipes d'amélioration des plantes qui vont travailler sur l'adaptation des plantes du blé, du maïs, etc. à des conditions d'agroforesterie. C'est vrai que l'acronyme et le logo ils sont venus très très rapidement, avant même le montage du projet. C'était déjà les tout premiers mois. Et puis ensuite ça s'est construit autour, quoi. Donc l'enjeu finalement de ce dispositif, c'était d'étudier les mécanismes et d'être à même de les quantifier pour comprendre si l'agroforesterie est un modèle qui nous paraît être un modèle potentiellement intéressant et durable dans des conditions méditerranéennes dans lesquelles nous sommes. Voilà. Donc ça a été la genèse de la réflexion un petit peu du site de DIAMS. Le défi, c'était que c'était pas uniquement le montage d'un terrain de jeu pour les chercheurs, mais il fallait allier à la fois le côté scientifique, mais aussi technique, parce qu'il fallait innover, mais il fallait aussi respecter les règles de base de l'agroforesterie moderne, quoi. Donc on a essayé de regrouper tout le monde à la fois agricole et puis forestier. Ce qui n'est pas évident parce que souvent c'est deux mondes qui travaillent chacun de son côté. Et c'est un peu le gros défi de l'agroforesterie, c'est d'essayer de co-construire quelque chose qui puisse répondre aux besoins de chacun. On voulait pouvoir mettre en place ce dispositif et suivre l'évolution à la fois du système, de l'agroécosystème, dans toutes ses composantes, du sol jusqu'aux plantes, à la fois les plantes annuelles et les arbres, dès la mise en place du dispositif. Donc ça devenait très complémentaire du dispositif de Restinclière, qui lui est un dispositif ancien, vraiment un des plus anciens en France, et même en Europe. Mais où on n'avait pas la possibilité a posteriori de suivre cette évolution de l'agroécosystème après la mise en place des arbres. Donc c'est vraiment ce qui a motivé le choix du site, c'est de pouvoir partir d'un site agricole, je dirais conventionnel, et puis de pouvoir maintenir les traitements agricoles conventionnels, et à côté de ça, les traitements forestiers d'une part, et surtout agroforestiers, en se donnant la possibilité de voir au cours du temps, sur 15 ans, 20 ans, quelles étaient les évolutions à la fois du sol, des communautés qui vivent dans le sol en interaction avec les plantes, des communautés qui vivent également à la surface en interaction avec les plantes, et puis les interactions entre les plantes elles-mêmes qui composent le système agroforestier. En fait, le domaine de Restinclière, moi je le trouve, d'abord il est beau, donc il est agréable à travailler puisque c'est tout l'avantage de l'agroforesterie, quand il fait chaud l'été on se met à l'ombre. Par contre, pour nos études scientifiques à nous, il est très diversifié, et le problème c'est que toutes les parcelles n'ont pas été menées de la même façon, ou n'ont pas les mêmes essences d'arbres, donc on a du mal à retrouver des réplicas et les parcelles sont assez petites. C'est vrai que c'est un dispositif qui est quand même
entièrement géré par l'équipe d'Ecoesol. Hein. Donc nous on intervient pour la partie grande culture. Donc voilà, on prépare le terrain, on sème les parcelles, on récolte, on entretient, etc. Après, pour ce qui concerne tout le travail sur les arbres, c'est Ecoesol qui gère ça, quoi. Un point important pour nous, c'était que Diascope avait aussi c'est une unité qui a aussi des compétences, bien entendu sur le végétal, plutôt du côté de la génétique, mais aussi dans la caractérisation, c'est ce qu'on appelle le phénotypage des végétaux. Et du coup, on voit une complémentarité dans les savoir-faire, hein, sachant qu'à Ecoesol, le nom suggère sol, mais il y a également de nombreuses compétences sur le végétal et sur les organismes vivants associés aux végétaux, notamment dans le sol. Donc on s'est lancé dans cette aventure, à l'époque très vue d'un point de vue favorable par l'unité expérimentale. Il y avait Dominique Desclos qui appartenait à l'époque à cette unité, qui voyait ça d'un très bon œil, puisqu'elle avait quand même fait quelques études sur l'agroforesterie avec des oliviers. Et donc là, on a commencé à faire des réunions avec plusieurs unités sur Montpellier, autour, hein, pas que Montpellier-Rennes, dans l'Occitanie, un peu PACA, pour voir un petit peu si des collègues seraient intéressés pour venir travailler plus tard sur une plateforme comme celle-ci. Une fois qu'on a eu rassemblé l'ensemble de ces partenaires, on les a mis encore à contribution pour mener une réflexion qui a été, je pense, une des plus peut-être longues et complexes. C'était quel essence d'arbre choisir. Il fallait en choisir un qui puisse plaire à tout le monde. Et c'est vrai que le choix de l'espèce, ça a été assez compliqué. On a fini par se mettre d'accord sur le faux acacia, ce qu'on appelle le robinier, qui présentait tous les critères d'un arbre agroforestier, c'est-à-dire qui perdent ses feuilles déjà en hiver pour que la culture d'hiver puisse avoir assez de lumière pour pousser. Ensuite, au niveau système racinaire, il faut qu'il ait un système racinaire plutôt pivotant pour aller chercher l'eau et les nutriments et aider à les remonter vers la culture. Il fallait également une espèce qui ait un intérêt à la fois agronomique et puis économique. Donc le robinier, c'est vrai qu'il a l'avantage de pouvoir être exploité à différents stades. Et puis il a cette faculté de fixer l'azote de l'air, donc de faciliter l'entrée d'azote naturellement dans le système agricole. C'est très utilisé pour du piquet, c'est utilisé, tout ce qui n'est pas utilisé pour du piquet ou du bois d'œuvre peut être utilisé pour le bois de chauffage, et puis après les plus beaux individus pourront donner un bois d'œuvre qui est le seul arbre européen qui est de classe 4 spontanément, c'est-à-dire que c'est des arbres qu'on peut planter, on peut planter des piquets dans la terre et qui durent une cinquantaine d'années. Juste un arbre bien sec, écorcé, fondu, c'est capable de tenir 30-40 ans dans la terre. Donc c'est pour ça que c'est un arbre un peu magique. Voilà. Donc du coup on a décidé, je dirais qu'on a osé, ça a été un peu une aventure, on a osé se lancer et prendre cette espèce-là. Alors ensuite il a fallu planter et donc on n'était pas du tout des experts en plantation, mais là ça a été une vraie aventure humaine et là-dessus je crois qu'on doit remercier Patricia et toute l'énergie qu'elle y a mis et Philippe aussi pour le montage de ce projet. Où ça a été une aventure humaine au niveau de l'UMR, puisque je pense qu'il n'y a pas une seule personne au sein de l'UMR qui n'a pas planté un arbre de Diams en fait. On a tous été sur le terrain, c'était en plein hiver, dans des conditions parfois un peu héroïques je dirais, et on a planté des arbres, tous, autant que nous sommes, tous les techniciens, les gestionnaires, les DU, les DUA, enfin voilà, tout le monde est venu passer au minimum une journée à planter des arbres sur Diams. Je pense que les gens ont vraiment joué le jeu et ça il faut remercier tout ce collectif sans quoi le site n'existerait pas. Ce qui nous intéresse, c'est donc des bilans en éléments, donc l'azote,
Donc là, on a donc des collègues sur lesquels on travaille avec de l'azote marqué pour voir où il va aller dans le sol, mais on fait aussi des mesures de gaz, de N2O en particulier. Ensuite, on veut faire des bilans aussi en termes de phosphore et puis des bilans en termes de carbone. Et là, ça devient très compliqué lorsqu'on s'intéresse à ces éléments-là. Et donc, pour faire ces bilans, il ne faut pas simplement regarder la partie aérienne, celle qui nous entoure, mais il faut s'intéresser à ce qui se passe en profondeur. Et c'est un peu tout le défi de ce site. Et ma partie sur Diams, c'est l'instrumentation. Donc depuis la création du site, on est venu faire des fosses de mesure, où on est venu implanter certains capteurs. Donc on a des sondes de température, humidité du sol, qui sont mesurés en continu dans les data loggers. Ensuite nous avons des bougies poreuses. Donc les bougies poreuses permettent d'extraire les solutions d'eau du sol. Donc ces solutions arrivent au niveau de la fosse de récolte. Donc on vient créer une dépression et du coup on vient récolter l'eau dans des flacons dans cette fosse. Là, oui, en fait c'est ça. Si tu veux, regarde, tu as écrit là, il y a écrit 15. Tu vois, on y a écrit 15, ça c'est les capteurs qui sont à 15 cm de profondeur, 50 cm de profondeur, 1 mètre et 3 mètres de profondeur. Ici on a une fosse où on a implémenté tous les capteurs. On a 3 profils. Et en fait la fosse est venue reboucher où en fait on a nos capteurs qui sont enterrés sous sol. Alors il y a 6,60 m de l'arbre. Ouais. Du coup on est à peu près au niveau du centre de la culture. Oui. Ensuite on a 2,90 m et 0,50 m qu'on se situe en fait dans la borde enherbée. Ensuite là vous voyez un autre dispositif. Ce sont des capteurs de rayonnement de type PAR. Ça permet d'estimer l'ombrage de l'arbre sur les cultures. Moi, mon boulot maintenant ici essentiellement, je participe un peu à toutes les expérimentations qui se font et j'essaye de coordonner un petit peu les actions entre les différents chercheurs, d'organiser les réunions et de coordonner aussi beaucoup avec les collègues de Diascope qui eux gèrent tout l'univers ici, toute la station, de façon à ce que tout ça se passe harmonieusement et qu'on arrive à faire les manips qu'on veut en ayant l'accord de tout le monde, quoi. Moi, il est beau ce prélèvement. Ouais. Bravo Rémi. Heureusement qu'on est nombreux à être là, qu'il y a les chercheurs de l'équipe qui viennent nous aider, qu'il y a l'équipe de techniciens aussi qui nous aide. C'est un travail où on a besoin d'être nombreux sur le terrain pour pouvoir faire les choses dans les temps impartis. Many equipments that are very interesting, like the nitrate sensors, like the soil scanners, like the soil sensors, and many of them. Donc là, ce sont des fenêtres qu'on a posées, donc on a creusé, on a coupé la fosse, enfin le cadre en bois. Et en fait, on pose des fenêtres pour ensuite pouvoir observer le développement racinaire directement en profondeur et poser des capteurs qui vont nous permettre de mesurer par exemple le pH directement entre la racine, au niveau des racines et du sol, et des capteurs en fait qui permettent de prendre en image le pH par exemple. Donc bon, là pour l'instant c'est la première fenêtre, on a celle-ci, je ne l'ai pas ouverte encore. Donc ça on l'a posée au début du printemps, cet hiver, enfin février à peu près. Et donc le but c'est d'avoir une surface plane pour pouvoir voir les racines et de pouvoir poser des capteurs ensuite là où il y a des systèmes racinaires qui se développent. Les scanners, on les a enfouis dans le sol au début de l'année avant de semer l'orge. Donc ils sont là partout, il y a un petit câble qui sort de la fosse, c'est là où
où il y a un scanner. Une fois par semaine, on vient scanner une image. On a vraiment l'image du sol avec les racines qui poussent au cours du temps donc. Et on peut étudier la croissance racinaire et aussi la décomposition. Je suis en thèse à l'UMR Ecoessol et donc je travaille sur le rôle des racines, y compris profondes, dans le stockage de carbone dans le sol, donc dans les systèmes agroforestiers. Donc ça c'est un de mes terrains d'études, j'y travaille beaucoup, je fais tout un tas de mesures. Et donc l'étude de la décomposition des racines via les scanners, ça fait partie d'une de mes parties de ma thèse. Donc là j'ai mis une chambre d'accumulation, ça s'appelle comme ça, automatique, reliée à l'analyseur. Donc ça va mesurer les concentrations de CO2 au cours du temps par infrarouge. Et en mesurant les concentrations au cours du temps, on obtient un flux de CO2 et donc de la respiration du sol. Donc à chaque mesure de CO2, on fait une mesure de température et d'humidité avec ces sondes qu'on plante pas trop loin du cylindre directement dans le sol. Voilà. La chambre se relève automatiquement après la mesure. Et ici, je vois que le flux est de 4,49. Et donc maintenant que ce point-là est fait, on se déplace avec tout le matériel, la chambre et l'analyseur, de point en point. Donc ces points, c'est des cylindres, comme ici. Il y en a 72 en tout sur Diams, qu'on a répartis en système agroforestier, dans le témoin de la culture conventionnelle et dans le témoin forêt. D'un côté, c'est les parcelles agroforestières. On voit les lignes de robiniers ici qui sont espacées de 17 mètres. Donc c'est la première ligne de la parcelle agroforestière. Tous les 17 mètres, il y a une ligne de robinier. Et de ce côté-là, on a les parcelles forestières, où là, c'est tous les 3 mètres. Donc moi, je travaille plutôt sur la partie aérienne. Donc je travaille sur le développement de l'arbre, sa réponse à la plantation, son rythme de croissance, des choses comme ça. Et là, on monte une cage autour des arbres pour pouvoir en fait tirer un filet, ce qui permet de récolter les feuilles qui tombent, parce que la plupart du fonctionnement carboné des arbres dépend du fonctionnement des feuilles. C'est par là que rentre le carbone, par la photosynthèse. Donc ces cages-là permettent de tirer un filet, on récupère la feuille, ça permet d'estimer en gros le nombre de feuilles et la surface totale d'un arbre. Donc on le fait sur la parcelle forestière, les arbres sont plantés beaucoup plus denses et on les compare avec ce qui se passe en agroforesterie. Et c'est surtout pour le système agroforestier qu'on connaît moins de choses. En gros, on va pouvoir voir si les communautés de vers de terre elles évoluent de la même manière ici au pied des arbres qu'à 1 mètre là dans la culture ou au milieu de l'allée cultivée. On pense que la structure spatiale du champ va faire que ces communautés vont évoluer de manière différente. Et donc en regardant les vers de terre, on s'est rendu compte qu'en fait c'était important aussi de regarder les fourmis. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en termes de les organismes qu'on appelle les ingénieurs du sol, il y a aussi les fourmis qui sont hyper importantes dans ce système-là. D'ailleurs, on a une fourmilière juste ici à mes pieds. Et on peut voir un petit peu à quoi ressemble de la terre triturée par les fourmis versus de la terre qui ne fait pas partie d'une fourmilière. Et voilà. Et donc, pour 1, 2, 3, 4, il va incrémenter tout seul. Et quand on passe à un nouveau point, je dois changer de bleu. Pour moi, un point fort vraiment de Diams, c'est qu'on s'est donné la peine au départ, en fait, au démarrage, de faire on s'est donné les moyens de pouvoir faire une caractérisation initiale de l'état initial du site, donc ce qu'on appelait le T0. Et pour ça, et notamment en fait les conditions du sol au démarrage du site quand on a planté les arbres. Donc pour ça, on a pris 374 échantillons de sol répartis sur l'ensemble du dispositif. Tous ces points sont très précisément repérés dans l'espace. On peut y revenir au centimètre près dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et c'est vraiment ça qui va nous permettre de suivre dans le temps l'évolution du dispositif et des caractéristiques du sol. Donc déjà, le système n'a pas 4 ans
Et on voit que sur une zone qui est entre la bande enherbée et à 1,50 m de cette bande enherbée, donc dans la culture, dans le système agroforestier, on a déjà un comportement des racines, c'était du blé l'année dernière, qui était différente de celle que l'on peut trouver à 4 mètres, donc qui n'était plus sous l'influence de l'arbre. Ce qu'on essaye de comprendre dans un dispositif comme DIAMS, c'est la mise en place de cette hétérogénéité dans toutes les dimensions. Voilà, à la fois spatiale et temporelle. Oui, et puis DIAMS, c'est un dispositif qui a vraiment été calibré pour faire de l'agroforesterie dès le départ. Sur le dispositif DIAMS, on a quand même beaucoup plus de place et là on pourrait, il y aurait sans doute au niveau études génétiques après à faire derrière, on peut tester des panels plus intéressants de diversité génétique là-dessus. C'est qu'on a à la fois les parcelles sur la même zone, on a à la fois les parcelles forestières, agricoles pures et puis agroforestières. Du coup, c'est ça qui va permettre de vraiment comparer les systèmes et de voir, de quantifier ces interactions positives ou négatives. Et ça, c'est assez rare dans un dispositif d'avoir les 3 modalités au même endroit, et de pouvoir les suivre en même temps. Nos métiers, pour moi, passent forcément par l'observation. Si on n'observe plus, je ne suis pas sûre qu'on va arriver à bien faire notre métier. Donc il faut être sur le terrain, il faut quand même y aller. Je pense qu'il ne faut pas perdre le lien avec le terrain, c'est important. Donc l'idée dès le départ, c'est d'avoir un dispositif qu'on aimerait suivre sur un minimum de 15 ans, peut-être 20 ans, et donc qui a 4 ans aujourd'hui, donc on n'est qu'au tout début avec des arbres qui sont encore jeunes et dont le comportement et évidemment les interactions avec à la fois avec la culture et les espèces qui poussent au pied des arbres ne sont pas de même nature que celles qu'on aura avec des arbres de 15 ou 20 ans. Et c'est ce qu'on va essayer de suivre tout au long des 15 années qui viennent, qui sont encore devant nous. Ça permet de grossir jusqu'à 200 fois. En fait, et de prendre des images des systèmes racinaires là où ça nous intéresse.